Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle vidéo? Une critique dans une critique? Mais serait-ce une Critception? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique tout à fait particulière. À l'occasion du concours lancé par Anto de la chaîne État Critique, eh bien voici ma contribution. Voulant passer à autre chose, et suite aussi à une baisse de motivation après la vidéo sur le 11 septembre 2001 dans le cinéma, eh bien Matt, le créateur de la chaîne État Critique, recherchait un successeur, quelqu'un capable de faire des vidéos aussi intéressantes que les siennes. Et il a choisi Anthony de la chaîne Génération 21. Mais c'est quoi cette merde? C'est une personne qui a été grandement soutenue par Matt de toute son âme. Je compte vraiment sur vous pour que vous le souteniez, pour que vous l'épauliez. Ne soyez pas trop dur avec lui, mais ça après je ne veux pas faire de leçons, je suis pas un donneur de leçons, mais voilà, aidez-le comme moi je vais l'aider. Alors personnellement j'avais un gros doute. Alors je regardais un peu les vidéos de Génération 21, je trouvais que c'était super standardisé. Alors je me suis dit bof, c'est sympa hein, mais c'est bof. Bah voilà, j'étais pas tellement séduit, mais il y avait un truc qui m'a fait tiquer chez Matt, c'est Prophecies. La vidéo sur la trilogie des Qatsi, qui est vraiment une trilogie super intéressante, eh bien à la fin de cette vidéo, dans la troisième partie, puisqu'après il l'a uploadée en 3 parties, il commence à parler d'amour. Je suis un être humain qui a trahi. Je suis un être humain qui a fait souffrir. Je lui ai menti en la regardant droit dans les yeux. Je l'ai laissé partir en larmes sans la rattraper. Je m'en suis prise à elle. Parce que le pauvre Matt, il était déprimé. Mais ta critique, ce n'est pas 36-15 My Life. Le mec commence à parler de sa vie et tout ça. Et ouais, elle est partie et tout ça. Mais on s'en fout. Mais franchement, au milieu de la critique, un truc si personnel, si intime, mais ça sert à rien. On veut t'entendre parler des films. Et tu l'as tellement bien contextualisé en nous faisant un énorme apport historique. Et là, il a perdu les pédales, voilà. Mais on s'attendait quand même à une vraie expertise de la part d'un professionnel ou de quelqu'un qui a étudié le cinéma de A à Z. On était là pour voir le film et pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Et là aussi, est-ce que les gens sont là pour le film ou pour le présentateur? Et en ce qui concerne Anto, pour ma part, ce n'est pas encore lui qui me fait venir, mais plus le film. Mais en tout cas, je l'apprécie plus que Matt pour ce fait-là et bien sûr, sa toute nouvelle mise en scène. Tiens, prenez ça dans vos dents, les gros blasés qui disent que c'était mieux avant. Du face caméra, une présence physique d'un animateur différent d'une voix qui n'a pas de corps, ce qui a été le cas de Matt pendant un sacré moment. Comme généralement les podcasteurs s'adressent aux spectateurs et proposent un moment de complicité. C'est très classique, c'est très standard, mais ça marche bien. Avec une alternance entre le facecam et la voix off avec des extraits. Chose très intéressante, et là je trouve que c'est très bien joué, c'est que on n'a pas la différence entre le son en facecam et le son en off. C'est quelque chose qui m'a toujours gêné dans, par exemple, le cinéma de Durandal. Quand on entend bien la distinction quand on passe du facecam au off, ça m'a toujours gêné, alors qu'Anto, il doit sûrement l'enregistrer à la même distance quand il sait que le texte va passer en off. Je trouve ça beaucoup plus agréable que d'avoir une sorte de saute sonore. Le montage marche bien, il y a des prises de risque bien entendu, avec des extraits du film dans la critique. Alors c'est risqué, mais parce qu'il utilise un fond flou, il n'utilise pas la traque sonore du film, mais le scanner, il peut des fois détecter des choses, donc c'est très risqué. Il met des musiques différentes pour dynamiser le tout. Je sais quand je vais voir une critique de Anto ce que je vais voir. Je vais voir un divertissement et aussi un peu de critique. Mais la plupart du temps, ça ne va jamais très loin. Mais on ne l'attend peut-être pas forcément sur ce terrain. Ce qu'on attend de lui, c'est plus, à mon sens, un avis clair, car un critique, quel qu'il soit, ne détient jamais la vérité. Il ne fait que partager son avis de quelqu'un déjà de plus éclairé, parce qu'il s'agit quand même d'un professionnel, de quelqu'un qui est en tout cas dans l'audiovisuel, qui travaille dedans, qui a un regard plus précis, plus spécialisé, et surtout, et là aussi c'est une de ses grandes forces, il ne s'embourbe pas,
dans un listing épuisant de tout ce qu'a fait le réal et les acteurs, comme Matt le faisait presque systématiquement. Il contextualise avec d'autres films qu'il convoque au bon moment. Il fait des petits détours sur ses critiques, comme par exemple avec Rollerball. Il parlait du film original, qui était important pour parler du contexte et de la différence avec le film de McTiernan. Ça enrichit bien sûr la critique terriblement et ça apporte une plus-value au discours critique. Ça permet d'expliquer aussi peut-être des erreurs, des choix esthétiques qui sont différents et en cela, c'est mieux que ce que faisait Matt. Voilà, là c'est super, là je m'éclate, là c'est génial. Je me permets comme ça de comparer, peut-être un peu rapide, mais Matt faisait assez systématiquement. En gros, sur une vidéo de 20 minutes, il y a 12 minutes qui parlent de la production et après il fait de la critique. Alors que je pense que ce qui est beaucoup plus fort, c'est vraiment de mêler les deux. Mais non seulement de mêler les deux dans la vidéo, mais de les mêler à l'intérieur du discours, de bien sûr le construire de façon beaucoup plus complexe. Le dernier exemple en date, c'est Jeepers Creepers. Super intéressante, sa dernière partie, qui vient éclairer le film d'une nouvelle lumière. Et quelque chose qu'il aurait pu justement développer et mettre au début de sa vidéo pour voilà présenter le tout et après passer à la critique. Mais non, c'est une piste d'ouverture, de lecture du film. Et ça, c'est très très fort. Et de bien l'intégrer. Je crois que ça, c'est important. C'est moi le meilleur. Tu le sens, ma grosse intelligence, tu le sens. Il est très clair et populaire. Il ne s'embourbe pas dans des théories, des études comme je peux le faire par moments moi-même. Mais j'ai peur qu'il soit dépassé par des films difficiles d'accès, qu'il n'ait pas forcément les portes de lecture concernant les films. Il faut en fait qu'il prenne des risques pour parler des fois de films inconnus, de films qu'il a aimés, de films qu'il n'a pas aimés. Il faut se forcer parce qu'il a quand même un sacré agenda. Kepax était typiquement le cas. Je ne serais jamais tombé dessus sans sa critique. Ah ça c'est certain. Voilà, mais je pense qu'il devrait faire davantage de films avec des petits succès ou des films qui marchent, voilà, qui sont ambitieux, mais bien sûr qui n'ont pas eu beaucoup de visibilité. Parce que quand même, on est sur YouTube, il commence à avoir quand même plusieurs milliers d'abonnés. Ce sont des gens qui sont influençables, c'est-à-dire que quand Anto va proposer une critique, les gens vont regarder cette critique et s'il s'agit de films qu'ils ne connaissent pas, ils seront peut-être tentés ou pas de le voir. Donc ça influe vraiment sur la valeur du film et même, on peut aller au-delà, à la valeur commerciale, parce que peut-être les gens, suite à sa critique, qui ont fait des éloges de quelque chose, les gens vont peut-être acheter le DVD. Donc, Anto a une influence commerciale sur l'œuvre, ce qui est très important de le mentionner pour chaque critique. Si les critiques sont fortes, que les mecs sont suivis par beaucoup de personnes, ils peuvent faire gagner de l'argent ou en faire perdre au film. C'est très très important d'avoir cette notion en tête. C'est pas juste des critiques comme ça pour donner son avis. Les gens, ça les travaille ce qu'on dit sur les films. Ça, c'est important de le dire. Il n'a peur de rien, il est fort et il a une grosse bite. Dans ces vidéos, l'analyse même de la mise en scène, c'est toujours très compliqué, il ne s'y risque pas. Et quand il se le permet d'ailleurs, il fait de sérieux raccourcis, c'est assez rapide. Mais je comprends tout à fait, la critique telle qu'il la conçoit ne permet pas de s'arrêter sur des détails comme ce que je peux faire, voilà. Beaucoup de critiques d'ailleurs sur le web analysent plus les scénarios, les personnages... Mais les vidéos d'Anto sont courtes, donc il ne peut pas trop se le permettre. Sa plus longue étant Spider-Man, qui faisait 19 minutes, et la plus courte est celle de The Majestic, qui faisait 6 minutes. Qu'est-ce que vous voulez dire en 6 minutes? Oh, mais c'est de la merde! Oui aussi, mais c'est trop court. Mais je crois qu'avec lui, on a vraiment des vidéos très dynamiques, très compressées comme critique, il n'y a pas de temps mort, c'est très écrit, on le sent avec une intro, une musique constante, des gags, ce qui d'ailleurs me fait penser que ces apparitions à l'écran en facecam me font souvent poser la question suivante. Anto ferait-il simplement le bouffon entre deux morceaux de critique en off? Veux-tu m'épouser? Ce qui ne sera malheureusement pas le cas de Willem Dafoe, car son jeu n'est pas vraiment sans défaut. Merci, c'est tout pour moi. Retrouvez-moi au point virgule tous les jeudis à 19h30. Il y a des vidéos, c'est assez voyant, notamment les critiques de films qu'ils ne considèrent pas comme bons. Ce sont des avalanches de gags, sur un ton assez exagéré par moments, et voilà des fois des petits trucs. Je sais pas ce que c'est, mais voilà.
Il nous habitue à un humour particulier et aussi, comme Matt, à créer des spécificités à son cycle, à lui. Matt avait des réflexes, des tics de langage, le détecteur de Bouzas. Eh bien, Anto, lui, il a ça. Il a créé quelque chose qui lui est propre. Je crois que ça, c'est une grande force qu'il faut continuer à exploiter. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et ce que j'aime avec État Critique, c'est que c'est en constante évolution. La forme n'est pas acquise. Ce n'est pas carré. En tout cas, ça ne l'était pas avec Matt. Et c'était ça, sa grande puissance, sa grande force. C'est que Matt évoluait constamment dans sa mise en image, sa mise en son. Là, avec Anto, eh bien, c'est un petit peu plus carré. C'est-à-dire, est-ce que les critiques d'Anto vont-elles évoluer de façon aussi spectaculaire qu'ont évolué les critiques de Matt? Ah, ça, on le saura dans les mois à venir. Mais rien que le fait qu'Anto ait acheté un nouveau micro suite aux commentaires très nombreux, je pense, de ses premières vidéos, ben, ça veut dire que c'est quelqu'un qui écoute son public. Il semble plus présent, plus proche de ses abonnés, parce que déjà, il est physiquement présent dans ses vidéos, mais aussi il répond aux commentaires. Il laisse des commentaires sur Facebook pour susciter l'intérêt, l'interactivité avec la communauté qui le suit et qui est de plus en plus grande. Je crois que c'est vraiment important d'être disponible pour ses abonnés, pour des gens qui se posent des questions, et ce sont également des gens qui l'écoutent, parce que je me rappelle, pour Spider-Man, il avait évoqué le travail de Job Debney, qu'il avait un peu rejeté lors de sa critique du Roi Scorpion, concernant la musique de film. Mais tout n'est pas beau dans le monde des états critiques. Je trouve qu'il s'appuie en termes d'humour sur un certain nombre de clichés assez répandus, notamment le vinyle qui déraille. Ah, ça va, c'était trop tentant, on y a tous pensé. Il y a un abus total du vinyle qui déraille. Comme le disait le Fossoyeur, beaucoup de ceux qui regardent Anto n'ont peut-être jamais écouté de vinyle. Je pense qu'il peut mieux faire que ça. Il a une caméra, un fond vert, un espace. Je suis certain qu'il peut faire des trucs de fou, mais le problème, c'est que ça prend du temps de réfléchir sur une mise en scène de la critique. Oui, bon, ça va, on fait avec ce qu'on peut, hein. Les introuvables du détecteur aussi, c'est un petit peu un truc encore en plus des films mauvais dont il parle. Il y a beaucoup trop, à mon sens, de films pas bons dans ce nouveau cycle. Mais voilà, ce sont des films complètement cheap, pas sortis au cinéma. Mais j'ai l'impression qu'avec ces introuvables du détecteur, il essaye de refaire le ciné raté d'Anthony, qui avait été arrêté il y a de ça quelques temps. Les introuvables du détecteur sont un petit peu superflus, ça me fait assez penser à Crost, une review linéaire, ce que je n'aime pas. Mais ici, il y a quand même une plus-value, c'est qu'il y a un dialogue et des blagues avec deux personnes, alors que Karim Debache se parlait à lui-même. C'est un petit peu le même style à chaque fois. Des fois, il y a aussi des choses récurrentes. Je parlais de Super Objectif, mais aussi de Paranormal Activity ou de The End ou pas. Mais on ne peut pas se rénover à chaque fois. Ça donne une patte à sa critique et à son cycle de vidéos. Les choix des films pour son début, je ne suis pas totalement convaincu. Après, il ne faut absolument pas, à mon sens, qu'il se sente obligé de passer à l'année suivante, parce qu'il aurait éventuellement trop traîné sur l'année en cours. Je pense que s'il passe tout de suite à une année suivante, il va se sentir frustré parce qu'il va peut-être découvrir des films de l'année dans laquelle il est qu'il ne pourra plus faire parce qu'il a un cycle et une chronologie à respecter. Eh bien moi ça me gênerait pas qu'il traîne 1 an, voire même 2 années sur une seule année. Il aura l'impression peut-être d'avoir fait quelque chose de complet, un tour d'horizon total de l'année en cours. Pour conclure, Anto propose un état critique qui est pour moi plus incarné parce que plus physique. Et des fois, la contextualisation de ce que nous voyons à l'écran est la bienvenue. Et surtout, essayer de bien la mixer et pas essayer de simplement la mettre comme ça au début de la vidéo et après on passe à la critique. Ça, c'est un peu de la fainéantise. Mais justement, il essaye de la limiter, de pas s'en débarrasser au début comme ça. Il faut la convoquer quand c'est nécessaire. Par exemple, typiquement, le cas où je trouve que la critique était bonne et que l'insertion d'une contextualisation marchait bien, c'était Irréversible.
qui était un choix, pour le coup, intéressant. C'était une attraction de l'année. Ce que je souhaiterais qu'il fasse également, mais ça c'est lui que ça regarde, c'est qu'il nous fasse un bilan de l'année. Parce que je crois bien me rappeler que Matt, au début de sa chaîne, voulait nous montrer comment le film a évolué dans les années 2000. Une espèce d'idée comme ça, qui est très séduisante, mais faudrait-il encore s'en occuper? Et Matt ne l'avait pas fait. Il ne faisait pas des bilans sur l'année. Quelles tendances nous avons vues? Peut-être des innovations techniques pour les années à venir? Voilà, ce genre de choses qui permet après de nous faire une idée. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces années? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'année 2000, 2001? J'espère qu'il le fera. Dresser une ligne directrice sur l'année. Se rendre compte des choses, c'est très important. Sinon la critique n'est qu'une critique individuelle sur un film individuel. Un film qui n'est pas replacé dans un corpus. Et ça, c'est le boulot d'un critique. Et c'est encore plus le boulot d'État critique. De nous contextualiser le film dans l'année dans laquelle il se trouve. J'ai terminé cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo, ça change un petit peu des Disney n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, c'était pour participer au concours de État critique. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous remercie de me suivre, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Thank you.